Bienvenue dans Le Pouvoir du Podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en stratégie et marketing de podcast. Ma mission, c'est de vous aider à développer la visibilité, les audiences et la rentabilité de votre podcast. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez un podcast et que vous êtes prêt à le faire passer à la vitesse supérieure. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du Pouvoir du Podcast. Alors aujourd'hui, je suis avec Flavie Prévost du podcast Le Board. C'est un podcast que vous devez déjà connaître au moins de nom parce que j'en parle souvent sur le podcast. Je te mentionne en exemple dans tous mes épisodes. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est le podcast pour les freelances ou les salariés qui souhaitent devenir solopreneurs, c'est-à-dire développer des revenus scalables en solo. Je vous en parle souvent parce que je trouve que c'est un excellent exemple à suivre comme podcast pour plein de raisons. Que ce soit en termes de régularité, parce que Flavie fait quand même un épisode par jour depuis 4 ans. Pour moi, c'est vraiment une performance. En termes de crédibilité aussi, puisque c'est devenu le podcast numéro 1 pour les solopreneurs et freelances. Et Flavie est invitée régulièrement à participer à des tables rondes, donner des conférences, s'exprimer dans les médias. En termes d'audience, alors je pense que tu as les chiffres plus à jour que moi. Moi, j'avais noté 500 000 écoutes. Ouais, c'est ça, 500 000 écoutes en cumulé et donc ça fait à peu près, entre 15 et 20 000 audiences, écoutes par mois et on va dire, 4 000 auditeurs uniques, par mois à peu près. D'accord, oui, donc tu as fédéré une belle audience qui est fidèle depuis 4 ans, qui augmente et qui est fidèle. Moi, j'en fais partie, donc je sais, je suis le type de persona qui va écouter tous les épisodes. Aussi en termes de création de communauté, puisqu'au début c'était un podcast avec une audience, puis un groupe Discord et maintenant un incubateur solopreneur sur Mighty Networks. Donc il y a vraiment cette dimension de communauté qui est très forte pour le board. Et enfin en termes de monétisation, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, tu es parti de 0 monétisation à la base, parce que c'était pas ton projet professionnel. Et maintenant, tu monétises à la fois à travers du sponsoring, mais aussi l'incubateur solopreneur et tes bootcamps, parce que tu peux en faire un peu la promotion sur ton podcast. En termes de communication, tu es aussi partout. Donc sur LinkedIn, tu as plus de 26 000 abonnés. Tu es Top Voice Freelancing. Sur Instagram, tu as plus de 3 000 abonnés. Tu as aussi un blog, une newsletter hebdomadaire, un compte Thread, TikTok et une chaîne YouTube. Alors, quel est ton secret ? on va creuser tout ça. Comme ça a l'air fatigant. Pendant 2 ans, j'avais mon podcast qui me rapportait rien, qui me coûtait juste de l'argent, surtout du temps. Et j'ai lancé mon podcast pour apprendre à être une bonne freelance, en gros, apprendre le soloprenariat. Donc, j'en attendais rien en retour jusqu'à ce que je me rende compte que c'était idiot de penser comme ça, que vu tout le temps et l'énergie que j'y investissais, en plus d'apprendre, je pouvais sans doute en tirer une gratification, une rémunération. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de pivoter mon activité professionnelle. Au lieu que le board soit un loisir, je l'ai mis au centre et je me suis dit, en fait, moi, j'adore ça, j'adore le soloprenariat, je pourrais passer ma vie à en parler. Donc, je vais créer un produit dérivé de mon podcast. Donc, tu vois, finalement, le premier truc incroyable que m'a permis ce podcast, c'est de trouver une idée de produit. Et en fait, c'est en parlant toutes les semaines avec mon auditeur cible, les freelances, les solopreneurs, que j'ai compris leurs difficultés et que j'ai eu l'idée de créer l'incubateur solopreneur, c'est-à-dire comme un incubateur de start-up, mais adapté au milieu des indépendants. Et à partir de là, tout s'est accéléré et j'ai beaucoup gagné en cohérence. Et du coup, au lieu de bosser sur mon podcast pour rien, mon podcast est devenu mon canal d'acquisition numéro 1, mais aussi une façon de trouver ma méthode signature, etc., etc. Ça fait boule de neige et aujourd'hui, c'est une activité qui devrait me rapporter autour de 300 000 € par an, tout cet écosystème. Voilà. Et tout ça vient de ce podcast à la base gratuit. Et du coup, comment je m'organise pour faire ça ? Du coup, c'est vrai que depuis que le podcast me rémunère d'une certaine manière, même si c'est indirect chez moi, ça m'a énormément motivée à me professionnaliser en fait sur la communication parce que je suis passée d'un centre de coût à un centre de profit potentiel et je pense que voilà, à la base, on fait pas un podcast pour l'argent, mais si ça peut nous permettre de vivre de notre passion, c'est aussi bien. Et en fait, on y puise une motivation supplémentaire. Tu disais, moi, je publie depuis 4 ans parce que je suis motivée et parce qu'aussi maintenant, ça me permet de gagner ma vie. Et du coup, je trouve ça génial de pouvoir gagner ma vie par rapport à ma passion. Et voilà, du coup, c'est ça que je garde en tête. En fait, je me dis pas, faut que je fasse 12 posts par semaine. Non. Je me dis juste, toutes les semaines,
comment je peux faire découvrir le soloprenariat aux gens. Donc, j'essaye d'enregistrer des épisodes de podcast qui permettent ça. Et une fois que je les ai enregistrés, j'essaye de les faire rencontrer leur public. Donc, j'essaye par tous les moyens d'écrire des posts sur LinkedIn qui vont permettre d'écouter l'épisode, etc. Donc, en gros, voilà, moi, je me concentre sur la distribution, c'est-à-dire pour que ça soit connu, ce nouveau mode d'entrepreneuriat trop cool, il faut que les gens l'écoutent. Pour que les gens l'écoutent, il faut que je trouve des façons de les intéresser sur les différents réseaux sociaux. Et c'est ça qui m'a amené à créer tout un écosystème de contenu pour diffuser le podcast que j'avais pas avant. Alors, on va revenir en détail sur l'écosystème de contenu, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, le fait de partager, tu dis que c'était fait de ta passion un modèle économique, mais finalement ta passion c'était très professionnel quand même, parce qu'on parle de freelancing, et ce que j'entends aussi c'est que t'as fait deux chemins, c'est-à-dire que t'es passé de podcast loisir à podcast qui te rémunère, puis rémunère avec du sponsoring ou de la vente, puis offre du coup à vendre que tu dois communiquer sur ton podcast. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va être un modèle entre guillemets à suivre à la fois pour les personnes qui ont un podcast passion et qui n'ont pas du tout de produit en lien avec leur podcast, et à la fois les personnes qui ont un podcast parce qu'ils sont professionnels et donc ils veulent vendre leurs activités, enfin leurs services dans leur podcast. Donc voilà, c'était juste pour préciser que ça peut vous intéresser, quel que soit le type de podcast que vous avez. Et donc l'autre sujet, donc tu disais que tu avais cette envie de partager ce message sur le freelancing et le soloprenariat. Juste comme mon podcast s'appelle Le pouvoir du podcast et j'aime bien parler d'impact, avant de parler de la communication et comment tu fais diffuser ce message, pourquoi c'était important pour toi ? Écoute, je pense que je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, ou ça a changé ma façon aussi de voir les choses. Au lieu de parler de promotion, qui est un mot que j'aime pas trop, surtout quand on parle de production intellectuelle, t'as un peu l'impression que tu vas faire une promo chez Carouf pour dire 2 épisodes pour le prix d'un. Ça me rebutait un petit peu. Moi, j'ai lu l'idée que derrière un business, il y a toujours l'idée de créer un mouvement. Et donc, moi, je me suis posé la question, c'est quoi le mouvement que je soutiens ? Et moi, c'est le mouvement de l'indépendance, le mouvement de la liberté, le fait que les gens peuvent s'émanciper d'un bureau, d'un patron, voire même d'un modèle d'entrepreneuriat un peu sacrificiel, et que finalement, moi, je vis beaucoup plus libre depuis que je suis comme ça. J'ai le temps d'aller surfer, j'ai le temps de m'occuper de mes enfants, j'ai déménagé à Nantes. Enfin, tu vois, il s'est passé beaucoup de choses positives dans ma vie. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, c'est ça ma raison d'être en quelque sorte. Et donc, c'est ça que je diffuse à travers mes épisodes, qui sont pourtant techniques, mais qui permettent d'atteindre ce but suprême. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que les gens, ils vont plus adhérer au but que adhérer aux méthodes, parce que des fois, c'est pénible quand même. Parce que tout ce qu'il y a à faire pour être un freelance qui gagne bien sa vie, on va passer par des mauvais moments, mais on sait qu'on le fait pour quelque chose de très positif. Voilà. Et après, au-delà de ça, j'essaye de montrer aussi que pour moi, un entrepreneur aujourd'hui qui a pas de médias, enfin, c'est se tirer une énorme balle dans le pied. Enfin, une entreprise. Je veux dire, moi, je ne sais pas comment je pourrais diffuser tout ça juste à coup de réseaux sociaux, en fait, et des posts qui ont une durée de vie de 6 heures sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est ce que je constate. Donc voilà, cette plateforme qui est le podcast, pour moi, c'est très important dans mon écosystème, et je pense que si vous avez un produit à vendre, un truc à faire, il faut trouver un média pour en parler et attirer les clients à vous de façon automatique, sans devoir dépenser de l'argent dans des pubs ou poster des trucs sur les algorithmes, enfin sur les réseaux sociaux toute la journée. Oui, donc avoir un contenu pilier un peu plus long que les réseaux sociaux, même si tu les utilises aussi. Donc maintenant, on va passer à justement les coulisses de la façon dont tu organises ce podcast, que ce soit à travers la production, donc les enregistrements ou la préparation de tes épisodes, ou la communication, donc on en parlait tout à l'heure, diffuser ce message au maximum. J'appelle ça la secret sauce du board. Donc d'abord sur la production, je disais tout à l'heure que tu fais un épisode par jour pendant la semaine, tu as quand même une petite pause le week-end, depuis 4 ans, ce qui est assez... Enfin pour moi c'est un exploit. Ce qui veut dire que tu enregistres une fois par semaine, puisque tu découpes tes épisodes, tu as 5 épisodes pour une interview. Comment tu fais pour t'organiser ? Est-ce que tu as une méthode ? Est-ce que tu as des astuces ? Comment tu fais pour la production ? Bah écoute, pareil, là j'ai pas mal tâtonné, mais maintenant je pense que j'ai trouvé le bon rythme qui me va bien. Je pense depuis 2 ans, c'est comme ça à peu près. J'ai dédié un jour à mon podcast
parce que de plus en plus aujourd'hui où les podcasts se font en vidéo, j'avais vraiment besoin d'un jour où à la fois moi je suis disponible intellectuellement, je suis dans mon podcast, dans mon studio de podcast à ma bibliothèque, au propre avec mon micro, etc. Donc j'ai réservé le vendredi, qui est un jour sympa en plus parce que comme ça après je pars en week-end moins stressée. Donc c'est le vendredi matin mes enregistrements. Et voilà, j'ai créé un Calendly où les gens peuvent prendre rendez-vous dès qu'on a estimé que c'était intéressant qu'ils enregistrent avec moi. Ils se gèrent et voilà. Donc ça permet d'anticiper. Et du coup, généralement, j'ai souvent des vendredis où j'ai 2 épisodes. Donc je peux batcher un petit peu, c'est-à-dire je peux en enregistrer à l'avance. Ce qui me permet aussi d'avoir des semaines où j'ai pas d'enregistrement. C'est pas non plus le truc insupportable où toutes les semaines tu dois enregistrer un podcast. Donc généralement, j'ai plutôt des rythmes des fréquences hautes où je vais enregistrer 2 fois 2 épisodes dans le même mois. Donc, j'ai un stock de 4. Donc, ça y est, ça me fait déjà un mois couvert. Et ensuite, ça me dure 1 heure d'enregistrement. J'ai aussi extrêmement processé la préparation qui se fait énormément en asynchrone parce que maintenant, moi, je supporte pas faire 3 appels pour se dire de quoi on va parler dans le podcast. Donc, la personne prépare sur un Notion et écrit ce qu'elle va dire. Et donc, au fur et à mesure, au bout de 3 ans, 4 ans, j'ai amélioré ce document de préparation. Il y a un briefing, il y a expliqué ce que la personne doit faire, il y a des exemples, je sais pas, enfin voilà. Et après, je vérifie ça. C'est très complet. Ouais. Avant, t'es passé toi aussi à mon micro. Donc voilà, je vérifie. Et du coup, je ne prépare pas les questions parce que j'ai suffisamment de contexte pour ensuite laisser les questions un peu spontanées. Et surtout, là où je me suis améliorée, c'est en production, post-production. Donc maintenant, j'en fais un enregistrement vidéo et quand c'est prêt, j'ai un calendrier de dates de diffusion auquel tout le monde a accès. Donc toi, Mélanie, mon équipe de diffusion sur les réseaux sociaux, mais aussi mon monteur Cyril. Et le monteur vidéo va tout monter en vidéo, en audio et en short. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, il va transmettre le transcript de cet épisode vidéo à l'équipe marketing qui va pouvoir diffuser. Avant, je faisais tout ça moi-même, mais maintenant, j'ai mis en place un système qui permet de plus avoir de temps à dédier au podcast, à part l'interview. Donc, en gros, j'ai vraiment contraint le temps et maintenant, c'est redevenu un plaisir aussi de podcaster. Ce qui est, je pense, l'idéal de tout podcasteur, de se dédier que l'interview. Je vais faire un zoom maintenant à ce que tu disais. Maintenant, j'ai plus qu'à me consacrer à l'interview parce que tout le reste est géré soit par le monteur, soit par l'équipe de marketing. On va revenir un tout petit peu en arrière quand tu n'avais pas cette organisation-là, justement, et que tu faisais tout toi-même. Et j'aimerais savoir comment ça se passait avant qu'on travaille ensemble pour voir ce qui a changé avant-après. Mais en gros, voilà, au départ, j'avais 2 canaux prioritaires qui étaient Instagram et LinkedIn, où j'avais la velléité de poster 1 fois par jour sur chacun de ces réseaux. Ensuite, j'ai aussi voulu être présente en vidéo avec une chaîne YouTube, ce qui m'a donné la nécessité aussi de poster des extraits de mes vidéos sur des plateformes de vidéos courtes comme Instagram et aussi TikTok. Donc, ça a complexifié énormément l'équation parce que, même si j'avais un podcast et beaucoup de matière, transformer ça en 4 ou 5 fois 5 posts, donc 20 ou 25 posts, ça me prenait trop de temps. Et donc, ça ne rentre pas dans ma journée dédiée au podcast. Et donc, en fait, je passais ma vie à être en retard. Alors déjà, je passais du temps à faire des templates, différents templates sur Canva, de visuels. Ensuite, je passais du temps j'oubliais de diffuser l'épisode. Fallait aussi que je le diffuse sur l'hébergeur. Donc voilà, ma priorité, c'était hébergeur. Ensuite, si j'avais le temps, les réseaux sociaux. Et donc, fondamentalement, la plupart des réseaux sociaux passaient à la trappe. Et là où j'ai senti ma limite, c'est au moment des formats vidéo, parce que je savais pas monter en vidéo, je connaissais pas les codes de ces plateformes. Donc, franchement, j'ai décroché à ce moment-là et je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que je me suis dit, faut que j'embauche un community manager. D'accord? Donc ça, c'était ma première idée parce que, en fait, c'est ce que je connaissais. Je connaissais des freelance community managers. Et là, de mémoire, je te fais en accéléré, mais je sais pas, les community managers m'ont dit un truc du style, je sais pas, ça va être 800 € pour te poster 3 posts par semaine sur Instagram. Et là, 800 € par mois. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. C'était au moment où l'intelligence artificielle venait d'arriver dans nos univers. Et je me suis dit, je vais gagner que 3 posts sur Instagram pour 800 €. Ça me semblait vraiment disproportionné comme dépense pour ça.
Et du coup, je me suis dit non, c'est pas la bonne idée en fait de mettre plus de jours hommes derrière toute cette production. Il faut que je sois plus maligne dans la façon dont je produis tout ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée de mettre de l'intelligence artificielle dans mon process. Mais comme je savais pas faire, je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est dit voilà, comment on peut faire pour rendre mon process plus intelligent et faire en sorte que tout mon podcast soit directement recyclé, repurposé, comme on dit, pour les différents formats, sans que j'ai besoin d'y passer du temps 25 fois pour 25 posts par semaine. Oui, donc tu as eu cette intuition, on va dire, que c'était beaucoup trop de temps vs le résultat en termes de contenu et de budget aussi. Pourquoi tu l'as pas fait toi-même? C'était un manque de temps? Je l'ai pas fait moi-même parce que à côté, je développais mes produits. Donc en fait, quand tu essayes de construire un incubateur tout seul, ça prend vachement de temps. Donc j'avais pas non plus, je pouvais pas passer 3 jours. En gros, j'avais calculé, ça m'aurait pris 2 jours et demi par semaine pour poster sur Instagram et sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Et là, moi, j'ai aussi fait le constat en étant coach dans d'autres incubateurs de start-up où j'ai vu des start-upers passer 2 jours par semaine à faire de l'Instagram. Et où je me disais, je leur disais, mais attends, tu déconnes, tu peux pas être entrepreneur et passer la moitié de ta semaine ou un tiers de ta semaine à faire des posts sur Instagram. Tu vois, par rapport à l'effort fait, par rapport au peu d'argent gagné, évidemment que ça sert d'être connu sur les réseaux sociaux pour faire des écoutes, mais est-ce que ça t'apporte des clients directement et rapidement? La réponse est non. Donc voilà, comme j'avais un temps contraint, j'ai dû réfléchir à des façons plus originales, on va dire, de faire. Avant d'arriver sur la solution, parce que effectivement c'est là que j'ai bondi sur ta newsletter où tu exposais ton problème. Est-ce que tu as une estimation du temps que tu passais à ce moment-là pour... Donc, tu avais rédaction de ta newsletter, post sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, description des épisodes pour tes plateformes d'écoute. Tu n'avais pas encore YouTube, mais potentiellement tu aurais des résumés pour YouTube. Et article de blog, il me semble que tu n'en faisais pas à ce moment-là. Est-ce que tu as une idée? Et les visuels, du coup? Ouais, j'ai une idée parce que j'ai traqué mon temps pour documenter, pour la science, pour mes confrères, consoeurs, podcasteurs et solopreneurs. Très bon réflexe. En fait, je me rappelle très bien, c'est une question de quantité de temps, mais aussi de moments où je le faisais, c'était horrible. Donc, quantité. Ma newsletter, elle me prenait 4 heures à écrire. Donc, déjà, c'est énorme. Toutes les semaines, 4 heures. Donc, j'en pouvais plus. Alors que c'est pas non plus un essai de 30 pages. C'était juste mettre les liens, expliquer de quoi le podcast reparlait, etc. La légende du podcast, c'était tous les dimanches soirs à genre 22h30. Donc, enfer, parce que juste, merde, j'avais oublié pour le lundi 7h quand ça paraissait. Donc, c'était plutôt... Ah oui, pour le lendemain. La veille pour le lendemain. Voilà. Et surtout, ce qui était infâme, c'est que j'avais l'impression de passer ma vie à me répéter. Parce qu'en fait, la légende, la newsletter qui est un peu un résumé de la légende, ensuite le post LinkedIn et le carrousel qui est genre un truc sur 10 pages, mais qui est... Franchement, et moi, j'aime pas me répéter, j'aime pas la routine comme ça. Donc, je me sentais vraiment prisonnière de mon podcast. Et en plus, à cette époque-là, je le réécoutais pour entendre les parties marquantes, pour avoir des citations. Donc vraiment, c'est comme si mon podcast, on me le servait une fois et je le mangeais 5 fois, quoi. Donc vraiment, il me sortait par les yeux à ce moment-là. C'est là que je me suis dit aussi, bon, faut que je fasse quelque chose. Ouais, ah oui, je vois. Oui, c'est vrai que vu comme ça, quand tu dois réécrire, et puis c'est pas de la valeur à la rajouter intellectuellement, c'est pas très stimulant, j'imagine. Donc tu me disais 4 heures sur la newsletter et potentiellement peut-être... 4 heures, donc ensuite au moins 1 heure sur la légende. Le Canva, j'aime bien, moi, faire ça, les visuels et tout. Mais le problème, c'est que je passais trop de temps. Parce que comme j'aime bien, donc je comptais pas. Donc ça, c'est aussi un temps qu'il faut compter. Parfois, vous aimez faire ça. Moi, j'étais dans mon flow. C'est répétitif, c'était pas risqué. Mais je voyais bien qu'en faisant ça, il y a des choses que je procrastinais parce que j'avais peur de lancer un nouveau produit, des choses comme ça. Et quoi d'autre? Et après, alors le plus long, l'enfer sur Terre pour moi, c'était les carousels. Parce que faut faire à la fois le fond et le visuel. Et ça pouvait me prendre... quand je me suis rendu compte que ça pouvait me prendre 2 heures pour faire un carrousel sur LinkedIn ou Insta, je me suis dit, bon, là vraiment, c'est pas un bon rapport, temps investi, nombre de vues, il faut que tu fasses quelque chose. Ouais, donc ce que tu me disais, non, c'est pas ce que tu me disais, ce que je t'avais mis sur un post la première fois qu'on avait travaillé ensemble, je crois que c'était que tu avais gagné un minimum 8 heures par semaine, donc ce qui est assez considérable quand on y pense, ça fait une journée de travail. Et du coup, on va voir comment. Donc, ce qui s'est passé quand on s'est parlé,
À ce moment-là, moi, j'avais pas d'offre en fait particulière, mais j'étais passée par ton bootcamp et forte de ces apprentissages, je m'étais dit il faut absolument que je sois spécialisée et je voulais me spécialiser dans la création de contenu et l'amplification des podcasts, soit de marque, soit de solopreneur. Tu m'avais fait part de cette envie d'utiliser l'IA. Moi, je me formais à l'IA depuis 1 an, en fait, en douce, parce que ça me plaisait, juste pour le fun. Et donc, je me suis dit, quitte à se former à l'IA, autant mettre de l'IA dans la création de contenu au service du podcast marketing. Et on a mis en place une sorte de workflow. En fait, tu as mis à plat ta cascade de contenu. Et ensuite, on a fait en sorte que tous ces contenus se recyclent les uns après les autres. Pour toi, quand on a fait cette première session, et même les 3, qu'est-ce qu'il en est ressorti pour toi en termes de... Donc, je précise, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque contenu que tu avais, on a étudié la structure, on a regardé le contenu, on a optimisé potentiellement s'il y avait des choses à faire en termes de référencement, ajouter des mots-clés, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai prompté un GPT par contenu pour que, automatiquement, à partir de la transcription d'un épisode, tu aies ta description d'épisode sur les plateformes d'écoute, ta description d'épisode sur YouTube, tes titres d'épisode aussi, le résumé de tes épisodes pour la newsletter, sachant que tu as un format très particulier avec des bonus, des ressources, des choses comme ça qu'il fallait intégrer, et des posts pour les réseaux sociaux, donc le carrousel Instagram, le truc infâme dont tu parles, là c'était automatisé, donc ça met vraiment beaucoup moins de temps. Voilà, un fil thread et un article de blog aussi, parce que tu n'avais plus d'articles sur ton blog, et là on a fait un article optimisé SEO pour chaque épisode de podcast. Donc à l'issue de ce travail ensemble, qu'est-ce que t'en as pensé et qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Déjà, ce qui était super, c'est de travailler sur le workflow. C'est-à-dire que quand j'ai posé sur un papier, j'ai dessiné. D'abord, c'était sur un papier, puis après, on l'a fait sur comme un miro, une sorte de carte mentale. Je me suis rendu compte de toutes les possibilités de diffuser mon podcast que j'exploitais pas parce que j'avais pas le temps. Donc là, ça m'a donné envie, ça m'a hyper motivée. Et je me suis dit, voilà, c'est pas que gagner 8 heures par semaine, c'est que ça va m'en faire gagner peut-être potentiellement 20, 24 heures, parce qu'en fait, c'est du travail que je ne faisais pas de toute façon. Et là, je me suis dit, ah ouais, je peux avoir carrément plus d'ambition. Donc, tu vois, ça m'a confortée. Et ensuite, deuxième truc, ça m'a permis de faire ma stratégie de contenu de l'année, tout simplement, parce que du coup, j'ai remis à plat mes templates, j'ai rangé mon Canva. J'ai fabriqué des modèles de templates que vous pouvez ensuite utiliser. Donc vraiment, ça m'a remis aussi à jour ma charte graphique et tout ça. Et enfin, après, ça m'a libéré ma créativité. Parce que comme je savais que ça, c'était géré, j'ai pu lancer des nouveaux formats. Et notamment le format de l'été, la Solopreneur Summer, où j'ai décidé comme ça, la veille pour le lendemain, genre 2 semaines avant l'été, de faire un épisode par jour pendant tout le mois d'août. C'était un travail colossal que je pense que j'aurais pas pu faire si j'avais pas été assistée. Donc, tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi dans le métier. C'est pas juste gagner du temps, c'est aussi libérer de la bande passante pour faire d'autres projets qui m'ont permis aussi d'augmenter encore ma rémunération et ma visibilité. En plus de te décharger, finalement, ce que tu dis, c'est que ça t'ouvre d'autres possibilités, de la créativité sur d'autres projets qui sont rendus possibles par ce système. Exactement. Puis, tu vois, c'est vraiment l'idée de pourquoi travailler plus quand on peut travailler moins. En fait, tu vois, c'est ce que je dis aux gens de faire. Et donc, c'est-à-dire sortir la tête du guidon, réfléchir 2 secondes et puis se faire aider là où on peut. Et en plus, on peut avoir la crainte que, je sais pas, les posts étaient moins bien et tout. Mais en vrai, les posts, ils sont mieux que quand je les écrivais moi. Parce que, je sais pas, moi, je pense que je sais écrire des posts, mais c'est pas non plus mon métier. Donc, voilà, là, je vois bien, à chaque fois, ça fait mouche parce que c'est orienté sur les problèmes de mes clients et pas sur ce que moi, je pense être bon. Donc, en fait, il y a une façon qui est pas mal faite dans tes prompts. Et tu vois, là où moi, je serais jamais allée au bout, j'aurais dit « Oh, l'IA, c'est nul, ça fait des mauvais posts », c'est que toi, t'es allé au bout du truc. T'as prompté, reprompté 15 fois, 20 fois, 30 fois, peut-être en fonction des retours. À chaque fois, je te disais, tiens, là, il craque un peu, là, c'est nul ce qu'il dit, ou là, il manque ça. Et à chaque fois, toi, tu fine-tunais. Et en fait, ce fine-tuning-là, je l'aurais jamais fait dans mon quotidien d'entrepreneur. J'étais trop débordée et j'aurais dit, l'IA, ça marche pas. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une des craintes justement de toutes les personnes qui travaillent pas avec l'IA, notamment sur la création de contenu, parce que c'est du contenu que normalement on fait soi et qui nous incarne. Et sur ce côté authenticité, VS, une machine qui va dire des choses qui sont plates ou qui te ressemblent pas, toi tu as eu l'impression qu'il y avait pas de...
de perte d'authenticité? Non, et pas du tout, parce que là, ce que je lui donne à manger, c'est moi. C'est-à-dire qu'en fait, il réutilise, c'est quand même, ma propriété intellectuelle, les trucs intéressants que je fais dire à mon invité. Donc, il n'y a pas ce sujet quand ce que vous lui donnez à manger à la base, c'est vous et c'est pertinent. Je pense qu'il y a le sujet quand tu lui dis, je sais pas quoi dire, écris-moi un post sur le freelancing. Ah bah alors là, ça va être bonjour Captain Obvious. Mais si c'est un résumé par exemple, quand tu me trouves les citations là, que tu me les mets direct écrites, toutes les meilleures citations, mais ça a pas de prix en fait, parce que bon, je peux en faire une photo, je peux la mettre en début d'un post, je peux la mettre dans ma newsletter, donc c'est vraiment hyper pertinent. Ouais, bah, ça me fait très plaisir tous ces retours. Et puis ce que tu viens de dire sur le fait que ce que tu lui donnes à manger, c'est toi. J'ai eu la discussion ce week-end au Paris Podcast Festival avec le représentant du Monde. Et ce qu'il disait, c'est que eux, ils avaient une charte où l'utilisation de l'IA, elle se faisait uniquement à travers des contenus qu'ils avaient déjà créés humainement. C'était la règle numéro 1 et on ne demandait pas à l'IA de créer des contenus de zéro, from scratch. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce service, finalement, la Podcast Marketing Machine, c'est exactement la même chose puisqu'on part des épisodes que les podcasteurs créent. Et finalement, c'est pas moi qui vais qui vais dire à l'IA invente quelque chose, un post sur ce sujet parce que ça t'intéresse, mais c'est ce que toi tu as dit ou tes invités, et donc c'est ça qui fait que c'est pertinent finalement. Et comme tu disais, j'ai l'impression, c'est pas qu'une impression, j'ai étudié tes statistiques. Il n'y a pas eu de perte, en tout cas ni d'interaction, ni de croissance. Les croissances de tes statistiques d'abonnés sont toujours... Déjà, c'est toujours en croissance. Il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas eu de retour négatif. Et en plus, c'est autant en croissance qu'avant. Enfin, les chiffres sont toujours les mêmes depuis avant et après que tu as utilisé l'IA. Donc ça, je trouve que c'est un bon signe. Est-ce que tu as eu des retours de personnes qui t'ont dit des choses sur le contenu ou pas du tout? Non, le retour que j'ai le plus souvent, c'est comment tu fais ça pour faire tout ça toute seule? Et je dis, je réfléchis à créer des systèmes qui marchent bien. C'est ça derrière. Ça sert à rien d'avoir un service marketing de 30 personnes, je pense, aujourd'hui, quoi. Enfin, si t'es bien organisé, avec quelques freelances, un peu d'IA, ça marche très, très bien. Enfin, moi, c'est ce que je veux montrer et j'ai moins de charge mentale. Ouais, je trouve que non, ça m'a libéré du temps aussi pour écrire mes posts LinkedIn. Alors ça, je l'ai pas délégué à la machine parce que du coup, je fais des posts plutôt opinion / comment on pourrait appeler ça, manifesto, donc sur le sujet de être un solopreneur, ça veut dire quoi? Et ça, je n'avais pas la bande passante de le faire avant et je le fais de plus en plus. Et finalement, ce sont ceux qui marchent le mieux. Et c'est ce qui me permet aussi de faire découvrir le podcast et tout ça. Et voilà. Et j'ai aussi utilisé du temps, au lieu de passer ma vie sur les réseaux sociaux à parler à des gens qui me connaissent pas. Donc ça, c'est délégué à la machine, on va dire, et ça marche très bien. J'ai plus de temps pour parler à mes clients sur ma communauté que j'ai beaucoup développée et qui va être mon projet le plus gros de l'année prochaine. Donc, je fais plus de temps passé avec mes clients et j'ai aussi développé vraiment des nouveaux produits, comme par exemple des formations, des templates, voilà, des produits que derrière je vendrai. Donc, c'est quand même génial de pouvoir regagner du temps pour des choses à forte valeur ajoutée derrière. Oui, donc c'est principalement le gain de temps qui te fait gagner de l'argent parce que tu développes ton business grâce à ce temps libéré. Exactement. Hyper intéressant. J'arrive aux dernières questions. Quels sont les conseils que tu donnerais aux podcasteurs qui voudraient faire évoluer leur communication? Et ensuite, ce sera mes questions rituelles. Je te laisse répondre d'abord à celle-ci. Déjà, avant de réfléchir à pourquoi vous voulez faire plus, je pense quand même faire une petite pause et revoir complètement son workflow de communication pour voir à quoi ça va servir. Parce qu'en fait, moi, derrière, il y avait un intérêt, c'est-à-dire j'avais plusieurs cibles à aller chercher, notamment donc les freelances déjà lancés et les salariés qui veulent devenir freelance. Et c'est grâce à ces deux cibles, parce que j'avais un produit pour eux, que j'ai réfléchi aux trucs intéressants à partager. Et donc, ça m'a aidé à faire une bonne ligne éditoriale et à penser au format de post qui serait adapté pour ces deux personas. Donc voilà, soyez plus intentionnels aussi. Faites pas juste je fais des posts pour faire des posts parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire 5 reels par semaine. Ça sert à rien en fait. Mais si ça touche votre cible, ça lui donnera envie d'écouter votre podcast ou ça lui donnera envie d'acheter vos produits. Et moi, j'ai remarqué que 100% de mes acheteurs ont écouté au moins 5, 6, 7, 8 épisodes de podcast. Donc en fait, c'est comme ça que je les close en quelque sorte. Donc voilà, les écoutes de podcast vont faire des achats de produits derrière. Parce que c'est bien orienté, c'est bien ciblé.
100%, c'est un très bon score. Ça montre vraiment le côté pilier de ton podcast dans ton business. Et très, très intéressant, je trouve ça très intéressant que, en particulier, toi, tu insistes sur la stratégie et revoir la stratégie, parce qu'on pourrait croire que comme tu fais de la quantité est presque le plus important, mais finalement, la stratégie est aussi primordiale avant de se lancer dans la quantité. Et enfin, les questions signatures du podcast. Selon toi, quel est le pouvoir du podcast, le board, sur les auditeurs et auditrices de ton podcast ? Ah bah moi, c'est clair, c'est un mini Flavie qui travaille quand moi, je travaille pas. Donc, par exemple, surtout mes épisodes solo où j'explique ma méthode de scalabilité, quand tu as écouté ça pendant 45 minutes, tu sais exactement comment on va travailler ensemble. Donc, ça fait un peu un mini commercial qui bosse pour moi à ma place. Voilà, donc ça diffuse ma méthode, ma philosophie, ce que ne pourrait jamais faire un article lu en diagonale rapido en scrollant sur son portable sur un réseau social. Et cette fois-ci, quel est le pouvoir du podcast sur toi ? Alors, ça pourrait être ton podcast ou le podcast en général ? Énorme. Moi, j'écoute énormément de podcasts. J'en écoute peut-être 2 par jour. Je sais pas, quelque chose comme ça. J'en écoute plusieurs par semaine, en tout cas, c'est sûr. Au moins lesquels, par exemple ? Au moins un par jour. T'as des chouchous ? Ouais, j'ai plein de chouchous. Tous les podcasts américains sur le soloprenariat. Silicon Carnet aussi, le podcast dans lequel j'interviens sur la tech. J'en ai plein d'autres. J'écoute aussi des podcasts d'histoire, LSD, la série documentaire, des trucs comme ça. Du coup, le pouvoir que ça a, c'est que je me forme en permanence et j'écoute tout ce qui se passe et c'est ça qui me donne mes idées de produits et de podcasts. Je les ai pas inventées parce que je vous disais, moi, j'étais complètement débutante. Donc, par exemple, un autre que j'adore, Creator Science aux États-Unis. C'est un podcasteur, il raconte ce qu'il fait. Je me dis, tiens, je pourrais appliquer ça aussi. Je teste et du coup, après, ça marche et les gens croient que c'est mon idée. Mais ça vient surtout d'autres podcasts. Donc, merci à tous les podcasteurs qui écouteront cet épisode et qui créent des podcasts. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, je pense que c'est tes idées, parce que toi, tu fais les connexions entre les idées. C'est ça qui fait l'innovation. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Un dernier mot ? Franchement, félicitations à toi parce que moi, c'est ce que j'essaye d'aider les freelances à faire. C'est passer de je vends mon temps à je vends un produit. Et quand je vois ton produit, comment il m'a changé le quotidien, j'ai envie de dire, les gars, t'aurais pu bosser tous les jours avec moi, entre guillemets. Ça aurait pas été plus utile que ce que tu as créé comme système. Donc pour moi, c'est la consécration aussi de cette méthode-là. Quand tu crées un bon produit, il résout les problèmes des clients. Et ça, c'est hyper bien de te lancer dans cette aventure. J'en profite aussi pour te remercier parce que c'est grâce à ton partage de problématiques dans ta newsletter que j'ai lancé ce produit. Donc, on boucle la boucle. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a surtout donné des idées à appliquer pour faire grandir votre propre podcast. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour recevoir des ressources complémentaires. Vous pouvez aussi suivre Bonjour Podcast sur LinkedIn ou sur Instagram pour découvrir les actualités du podcast et de l'agence. Et si vous avez une question, une idée de thématique ou d'invité, vous pouvez me contacter, tous les liens sont dans la description. Et enfin, vous connaissez ça par cœur puisque vous avez un podcast, mais si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, ça aide le podcast à gagner en visibilité et en crédibilité. Et puis comme vous avez un podcast, vous pouvez mentionner le vôtre en signant dans votre commentaire. On sait bien que les podcasteurs sont souvent les premiers auditeurs. Sur ce, je vous souhaite un bon podcasting et à la semaine prochaine. C'est fini ? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.